travers ce lancement, nous rappeler de la nécessité de se conformer aux prescriptions légales, notamment et particulièrement les prescriptions de délai, parce qu'on a fixé au 30 juin au plus tard le dépôt du budget au Parlement. Donc c'est une nécessité légale. Et on a également en tête de lancer des activités pilotes, notamment à côté du budget de l'année, mais nous aborder encore plus la problématique de la budgétisation pluriannuelle. Donc pour celles et ceux qui ont eu la chance de prendre la fin de cette rencontre avec les gars de la mission, il y a eu dans le cadre de l'exposé, il y a eu des réflexions intéressantes qui serviront certainement à nourrir les nombreuses discussions techniques qu'on aura dans le cadre de la poursuite des opérations des opérations budgétaires. Il y a un élément qu'on a souligné aussi dans le cadre de tout à l'heure, la nécessité de, comment est-ce que je vais dire, de prévoir des plafonds indicatifs pour les différents ministères et institutions publiques. Tout ceci feront certainement l'objet de discussion. Donc, le contexte dans lequel s'inscrit le budget, c'est un contexte, je dirais, d'une inflation qui continue toujours au même niveau. Une dépréciation quand même, même si c'est pas très marqué, mais quand même sensible, du taux de change, et particulièrement une détérioration récente. Et on a des décisions importantes que la BRH a émises dans le cadre du contrôle des transactions, dans le cadre du contrôle de la monnaie globale, pas seulement de la monnaie fiduciaire, mais également de la monnaie électronique, et notamment de la nécessité de facturer toutes les transactions qui sont émises sur le territoire, c'est-à-dire les décisions relatives notamment au code de l'Union. Et ce sont des décisions qui verront, je dirais certainement, la concrétisation d'autres décisions dans le même sens, et pour s'assurer de bloquer, comme tout pays qui se respecte, la double circulation monétaire. Parce qu'il faut reconnaître, parce que pour tout ce qui est ici, vous avez l'habitude de vous déplacer, et dans aucun pays on a l'habitude de voir une double circulation monétaire. Et donc en Haïti, c'est l'un des rares pays où on fait exception à la règle, où on peut, je dirais, exécuter des transactions dans la monnaie officielle et dans d'autres monnaies officieuses, étrangères officieuses. D'accord? Bientôt on verra les bitcoins, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Donc, on a aussi observé récemment une tendance récente à l'augmentation du financement de la BRH, ou je dirais à un déficit budgétaire, je dirais conjoncturel, enfin, et à un découvert de trésorerie, pour être plus précis. Donc, c'est des éléments qu'on devra contempler et qui nous amèneront certainement à contempler aussi la nécessité d'un budget rectificatif dans le même terme. Donc, c'est pour dire qu'on est dans les défis sont immenses, notamment des défis pour préparer l'appareil productif à donner son plein rendement, et les effets de cette mobilisation des ressources au profit de l'appareil productif, les effets sont décalés. Donc, les investissements qu'on fait aujourd'hui ne donneront leur rendement, leur plein rendement, que dans un an ou un an et demi ou 2 ans après, parfois un peu plus pour 5 ans, quand on parle de processus de reboisement, par exemple. Donc, l'idée, c'est que durant ce délai,
on aura toujours cette difficulté de trouver des ressources pour financer les actions. Et c'est à ce sujet que je profite pour rendre un hommage particulièrement mérité à mes amis qui baissent la tête, parce qu'on va les mettre sérieusement à contribution, les amis de la DGI et de la douane, qui sont des soldats qui sont toujours en avant quand il s'agit de trouver des ressources additionnelles pour permettre à l'État de boucler ses engagements, et je sais qu'ils le font de gaieté de cœur, et parfois c'est moi qui restreins leur ardeur parce qu'ils veulent encore donner plus. Bravo, 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 bravo. D'accord. Donc je vais passer la parole à mon collègue parce que je sais que pour certains vous êtes là depuis longtemps et la journée habituelle de travail se termine à 4 heures, mais on sait qu'il n'y a pas d'heure pour les braves, donc on sait que pour vous, vous êtes là jusqu'à ce que le sommeil s'ensuive, n'est-ce pas? D'accord, donc je passe la parole à mon collègue du ministère du Plan. Merci, Monsieur le Ministre. J'en profite pour saluer, également saluer la détermination d'un homme qui travaille jour et nuit et qui ne dort presque pas et qui traite derrière lui une allergie quasi constante afin de travailler, de sacrifier pour la République et les générations futures. Je dois dire que ce qui nous réunit aujourd'hui, le collègue l'a dit, c'est le lancement du processus d'élaboration du projet de budget 2018-2019. Il a fait une mise en contexte et a pu démontrer qu'on est encore à la même échelle en termes d'inflation. On est en train de connaître, l'a-t-il bien dit, une légère dépréciation de la gourde. Il a parlé des décisions de la Banque de la République d'Haïti pour essayer de voir comment stabiliser, comment essayer de juguler certaines contraintes qui ont des effets sur l'économie, sur la croissance, sur ce qu'on projette de faire. Je dois pouvoir dire, en tant que ministre de la Planification, que certes on est dans le cadre du lancement du processus d'élaboration du budget 2018-2019, mais surtout ce que l'on doit se mettre en tête, c'est la pluriannualité du budget. On doit pouvoir, par rapport au contexte économique actuel, voir comment, après avoir identifié les goulots d'étranglement, définir des perspectives pour engager une bataille pour une croissance soutenable et réduire considérablement la pauvreté. Et c'est dans ce cadre qu'on se réunit aujourd'hui. Je dois aussi dire, ce qui est surtout important, c'est la définition du cadre d'orientation des politiques publiques, ce qui nous aura permis, à un deuxième niveau, de bien donner, identifier les perspectives de programmation et de budgétisation pluriannuelle, comme je viens de le dire. Mais pour y parvenir, par rapport au contexte économique défini par le ministre de l'Économie et des Finances, et par rapport au fait de ce constat que l'on sait aujourd'hui, l'aide publique au développement, qui certainement ne finance pas le développement, mais qui est en diminution drastique, c'est de voir comment, à partir de ce dont on dispose aujourd'hui, financer notre propre développement. Certes, si on fait une approche comparative entre ce qui a eu lieu 10 ans auparavant et aujourd'hui, il y a lieu, lors même qu'on parle de diminution drastique de l'aide publique au développement, il y a lieu quand même de se décerner un satisfecit, puisque le budget de la République, on est en train de voir qu'à partir du trésor public, on est en train de démontrer une certaine autonomisation
de notre propre budget et une dépendance de moins en moins de l'aide internationale. Et ce qui nous amène à poser cette question aujourd'hui, si on est dans ce cadre d'élaboration d'un budget que l'on veut pluriannuel et par rapport au contexte que le ministre vient de décrire, comment faire en sorte aujourd'hui à ce que les fonds destinés à l'investissement puissent financer des projets structurants et puissent financer le développement de notre pays. Je veux parler parmi ces fonds, je veux parler du FER, le Fonds d'entretien routier. Je veux parler du FNE, Fonds national de l'éducation, ou du FDT, le Fonds du développement du tourisme. Comment faire en sorte que ces fonds destinés à l'investissement ne financent plus des salaires, mais financent nos propres projets structurants? Eh bien, c'est ainsi que je crois pouvoir comprendre que l'on peut penser à une programmation, une budgétisation pluriannuelle. Et quand on parle de programmation pluriannuelle, cela nous renvoie certainement à cette obligation d'alignement et d'articulation de ce budget pluriannuel autour du plan stratégique de développement d'Haïti, le PSDH, et autour également des plans triennaux d'investissement. Parce que si on se donne cet objectif de faire d'Haïti un pays émergent à l'horizon 2030, si on se fixe pour cet objectif, eh bien, il va falloir, tout en contemplant, pour employer le terme cher à notre ministre, et cette émergence à l'horizon 2030, faire une articulation à ce que les plans triennaux d'investissement ainsi que le budget, il y ait un alignement parfait, que ce ne soit pas un budget annuel qui finance de petits projets, des projets sans impact économique, sans rentabilité économique et sociale, mais que ce soit des projets structurants qui s'alignent à la fois sur le PTI et sur le PSDH. Et quand on recherche cet alignement, il va falloir tenir compte aussi de la vision politique du président de la République. Et nous savons que cette vision politique s'inscrit dans une mandature, et la mandature, elle est de 5 ans. Donc comment faire à ce que cet alignement, et c'est là l'importance de cet exercice d'alignement, d'articulation entre le PSDH, le PTI et un budget qui doit carrément se vouloir aujourd'hui pluriannuel. Il n'est pas sans savoir que si on parle de budget pluriannuel, il va falloir un budget qui s'articule autour de programmes et projets, mais il faut que ce soit des projets structurants, des projets à impact économique et social qui puissent soutenir la croissance, qui puissent nous permettre de réduire considérablement la pauvreté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est pourquoi je dois dire que le ministre de l'économie et des finances et moi, en parlant de budget, en parlant de projets structurants, nous avons compris qu'aujourd'hui, il ne faut plus aller dans le sens d'idées de projets. Il faut aller dans le sens de projets structurants. Et c'est pourquoi le MEF et le MPCE travaillent d'arrache-pied aujourd'hui pour camper une cellule d'appui technique aux projets stratégiques de l'État. Il va y avoir bientôt un projet d'arrêté. Il va y avoir un arrêté présidentiel qui va définir le mode d'organisation, de fonctionnement de cette cellule conjointe MPCE-MEF d'appui technique aux projets stratégiques prioritaires. Pour voir comment camper une banque de projets. Comment comprendre qu'un président de la République qui dispose d'une vision politique, un premier ministre qui, à partir de la vision politique du président, a un énoncé de politique générale qui a bénéficié de l'aval du Parlement et que dans la budgétisation, on n'a que des idées de projet, on n'a pas de projet bancable ni opérationnalisable. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il va falloir que cette cellule d'appui technique au projet stratégique soit campée le plus vite que possible pour requérir de tous les secteurs
des projets bancables opérationnalisables, des projets à forte rentabilité économique et sociale, des projets structurants, échelonnés sur le moyen, sur le long terme, des projets à caractère national ou régional. Donc, voilà cet exercice auquel la République nous a conviés ce soir. Je remercie le collègue qui m'a passé la parole. Donc, merci collègue. Je pense qu'on peut avancer. Merci, chers collègues. Donc, on va laisser la place aux techniciens pour pouvoir poursuivre les discussions, je dirais, techniques. Donc là, on va passer à la création d'une commission présidée par le ministre de l'économie et des finances et celui de la planification et de la coopération externe pour coordonner le processus. C'est ça. Et la création de 5 sous-commissions. Cadrage macroéconomique, analyse des critiques, cadrage macroéconomique, révision des voies et moyens, opérationnalisation du budget programme, analyse et révision des mesures fiscales et douanières pour faciliter l'opération du processus. Maintenant, la question que je me pose, si on veut parvenir à un budget pluriannuel, est-ce qu'il ne faudrait pas donner aussi la responsabilité à une équipe pour se pencher spécifiquement sur ce point? Ou bien si chaque sous-commission aura à contempler cet aspect dans leur sous-commission respective? Merci beaucoup. Merci beaucoup, ministre. Je salue le ministre de la Planification et de la Coopération externe. La sous-commission de cadrage macroéconomique, parce que le budget dépend de l'activité économique, il y a la sous-commission de cadrage qui est responsable de la prise des agrégats macro. Ensuite vient la sous-commission des voies et moyens qui travaille sur la prévision des ressources qui vont financer le budget. Et ensuite la sous-commission de crédit, des prévisions de dépenses. Et ces 3 sous-commissions, en général, elles sont coordonnées par la commission d'élaboration du budget qui est présidée, bien coordonnée, co-présidée par les 2 ministres présents, le ministre de la Planification et de la Coopération externe, le ministre de l'économie et des finances. Cette année, il a été proposé d'ajouter 2 autres sous-commissions. C'est la sous-commission d'opérationnalisation du budget programme. Alors, l'interrogation du ministre va être abordée à travers cette sous-commission qui est responsable de réviser la nomenclature budgétaire au regard des dispositions de la loi du 4 mai 2016 sur l'élaboration et l'exécution des lois de finances. Ensuite, on a prévu également une sous-commission qui travaille sur les mesures fiscales et pour travailler sur la législation, et le code général des impôts, le code douanier, le code minier, etc. L'ensemble, tout l'attirail fiscal qui doit accompagner le projet de budget qui devra être déposé au Parlement. Donc je reprends les 3 premières sous-commissions. La sous-commission de cadrage est coordonnée par la direction des études économiques. Elle est composée des cadres de la direction générale du budget, des cadres de l'IHSI, en ce qui a trait aux prévisions pour l'année à venir, des cadres du ministère de la Planification et de la Coopération externe et des cadres de la Banque de la République d'Haïti. La sous-commission des voies et moyens est coordonnée par la direction des études de la programmation budgétaire. Elle inclut les cadres de la direction de l'inspection fiscale, de la planification de la coopération externe, notamment ce qui a trait aux prévisions des ressources externes, et des cadres de la direction générale des impôts, des cadres de l'administration générale des douanes. La sous-commission d'analyse des crédits est coordonnée. La sous-commission de travail sur les mesures fiscales est coordonnée par le bureau du secrétaire d'État aux finances et inclut l'administration générale des douanes et la direction générale des impôts. Donc, comme je disais tout à l'heure, la phase opérationnelle sera faite au niveau des différentes sous-commissions, mais les décisions stratégiques seront prises au niveau de la grande commission qui est coordonnée, comme je le disais tantôt, par le ministre de l'économie et des finances et celui de la planification de la coopération externe. Il y a, normalement, j'en profite pour ajouter qu'il serait de bon temps qu'on travaille sur la grille salariale.
On n'a pas, pour ne pas alourdir le travail, on n'a pas créé une commission parce qu'on l'a fait tantôt, mais il faudrait qu'on pense, dans le cadre de la prévision des crédits budgétaires, qu'on pense à une révision de la grille salariale. Les travaux ont été entamés, ça fait quelques années, au niveau de l'OMRH avec les cadres du ministère de l'économie et des finances. Je pense qu'on devrait avancer avec ce travail-là pour que l'on aboutisse à une grille qui soit dynamique, pour que tout le monde puisse se retrouver. Parce que là, on observe que chaque fois, il y a des corps spéciaux qui sont créés et il n'y a pas vraiment une coordination globale entre les différentes grilles appliquées à travers les différents ministères. J'en profite également pour renforcer ce qu'a dit le ministre de la planification de la population externe, la pluriannualité dans le budget, parce que merci d'avoir d'avoir fait des précisions de nature à bien comprendre le contexte dans lequel on devra agir. J'attirerai l'attention sur, par exemple, un détail. Et on devra prévoir, par exemple, des dons intérieurs. Parce que, pas seulement des dons parce que dans le cadre de la reconstruction, par exemple, du palais national, on aurait une contribution volontaire des agents à la reconstruction. Donc il faudra l'intérioriser et il faudra aussi qu'au niveau du plan, on essaie de se projeter pour notamment savoir c'est-à-dire à quel niveau ce fonds pourrait éventuellement être. S'il y a certains qui voulaient intervenir sur les différentes commissions, et sinon on va passer au calendrier s'il n'y a pas de. Est-ce qu'il y a des interventions particulières sur les commissions? Eh bien donc on va passer au calendrier de mise en œuvre des travaux d'élaboration. Donc chacun a reçu un exemplaire du calendrier. Donc il faudrait le visiter pour s'assurer que tout a été pris en compte. Alors oui, donc tout le calendrier est élaboré de façon à respecter deux dates butoirs. C'est la soumission à la Cour des comptes du projet de loi de finances pour avis et le dépôt le 30 juin. Donc ce sont des délais que nous nous efforçons de respecter et on aimerait que cette année encore, parce que le problème qu'on a eu, c'est qu'en général, on respecte la date du dépôt, mais cependant, on a tous du mal à 15 jours à l'avance à soumettre le document à la Cour supérieure des comptes pour avis. Donc, la première étape, la première chose qu'on va faire, c'est de demander aux institutions de désigner leurs représentants à l'intérieur des différentes sous-commissions. Donc dans le meilleur délai, pour la régularité des transmises. Et là, on a un rendez-vous pour le 29 janvier qui concerne la prévision des prévisions macroéconomiques, la détermination des perspectives budgétaires, au plus tard le 23 février 2018. Au plus tard le 27 février 2018, la lettre de cadrage devra être signée et transmise aux ordonnateurs, accompagnée des plafonds de crédit indicatifs par entité administrative auxquels, dans la lettre de cadrage, il est précisé les normes et contraintes d'estimation des crédits. Les phases de conférence budgétaire devront être initiées à partir du 28 février pour se terminer le 28 mars 2018. Et au plus tard, le 23 mars. Monsieur Simon, oui. vous pouvez intervenir sur le
Je vais juste m'excuser, je vais devoir me déplacer, mais je vais aller à une réunion et dans quelques minutes. Donc mon collègue Duplan et président pour le reste de la réunion. Donc à bientôt pour... En avril 2018, cette discussion sera transmise en Conseil des ministres pour approbation. La lettre circulaire par le Premier ministre au ministère organisme autonome et à la Cour supérieure des comptes pour fixer le plafond définitif sera transmise le 6 avril 2018. Du 9 au 30 avril, il est prévu la finalisation et la transmission au ministère de l'Économie et des Finances à celui de la planification de l'appropriation externe, de la ventilation des plafonds de crédit arrêtés selon la nomenclature en vigueur, des projets selon leurs ressources, de l'état d'émargement actualisé selon les postes salaires et lieux d'affectation, des objectifs, des résultats attendus des activités à entreprendre sur tout le territoire pour l'exercice 2018-2019. L'arbitrage et la finalisation est prévue pour le 15 mai 2018 et la présentation du projet de loi de finances au grand public est prévue pour du 15 au 28 mai 2018. Le mercredi 16 mai 2018, le projet de loi des finances sera transmis en Conseil des ministres pour délibération, qui devra être approuvé le 30 mai 2018. Le 1er juin, ce projet sera transmis pour avis à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Le 30 juin, et on a prévu de recevoir l'avis formulé par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif sur le projet de loi. Et le 30 juin au plus tard, c'est le dépôt du projet de loi de finances par le ministre chargé des Finances. Le deuxième lundi du mois de septembre, c'est la date butoir pour le vote du projet de loi, qui sera promulgué au plus tard le 25 septembre pour être publié au journal officiel de la République de Moniteur. Juste parce qu'on a commencé avec un peu de retard dans la mise en œuvre de ce calendrier. Merci. Merci Eugène. Votre intervention. Donc ce sera 18, 19 et 21, 22. 3 ans. Pour pouvoir comment stratégiquement on va opérationnaliser. Parce que la notion stratégique n'est pas tellement prise en compte, d'après moi, de la façon dont a été formulée cette opérationnalisation du budget pour temps. Donc, ce serait mieux de dire opérationnaliser le budget pluriannuel, mais avec toute la notion stratégique qui doit supporter cette opérationnalisation. Il faut remarquer que dans cette sous-commission, il y a un aspect normatif. Okay? La première chose qu'on va faire, c'est réviser les nomenclatures pour voir. Parce qu'on ne va pas entrer dedans, mais parce que d'ailleurs, la stratégie de mise en œuvre de la loi prévoit. Heureux de voir que vous avez laissé une marge de temps sans doute raisonnable cette fois pour la présentation du projet de loi de finances au grand public, société civile, organisation patronale, université. Mais là, il va falloir anticiper en matière de communication. L'État tombera d'accord avec moi qu'il faut cette anticipation. Aussi, j'en profite pour dire, certes, moi, ce que je souhaiterais aussi, c'est d'avoir un budget qui ne soit pas trop, qui ne regorge pas trop de mesures fiscales en termes de... Ça, c'est votre domaine. Et donc, pour ne pas trop... si on va vers là, il faut anticiper davantage. Il se pourrait bien qu'on ne dispose pas de l'outil pour la fiscalisation, pour séparer le budget d'imposition ou de taxation. Mais si on va là, il va falloir anticiper davantage. Et si on peut aller avoir une stratégie pour ne pas trop regorger le budget de cela, ce serait tant mieux, monsieur le secrétaire d'État aux Finances. Je crois que la démarche cette année ne sera pas d'élaborer des textes
relatif à l'ajustement ou à la mise en place de taux d'imposition, etc. Je crois que ce sera surtout la proposition, ce sera surtout l'articulation vers ce qu'on appelle des mesures administratives, renforcement des mesures administratives. On pense qu'on a déjà un ensemble de mesures fiscales et douanières, mais les structures administratives le plus souvent ne cadrent pas avec ces mesures pour permettre leur pleine rentabilité. Donc nous pensons qu'il y a lieu surtout d'aller dans ce sens. Même s'il y aura certaines corrections à apporter et dans certaines mesures fiscales qui ont été prises, ne cadrent pas avec. On ne fasse pas de recours au mémorandum. Très bien. Une très bonne note, très bonne nouvelle. Donc, il n'y a pas une dernière intervention? Le calendrier, en vue de son adoption, ils ont voté une première fois. Une deuxième fois, le calendrier est adopté. Plus rien n'est à l'ordre du jour. Nous déclarons la séance levée. Merci à tout le monde.